Changement d'état. Les objectifs de ce cours sont d'étendre le principe de conservation d'énergie aux échanges de chaleur, notamment avec des changements d'état. Qu'est-ce qui se passe quand on fournit de la chaleur à un objet et qu'il change d'état? On va essayer de vous expliquer aussi la notion de la chaleur spécifique ou la chaleur latente. Vous verrez que les deux notions vous seront de grande utilité dans ce chapitre. Et on va essayer de comprendre et connaître les relations qu'il y a entre les transferts de chaleur et les changements d'état. Dans quelles conditions un transfert de chaleur va provoquer un changement d'état. Commençons notre exposé par une situation simple. Prenons un bout de plomb. J'ai dit situation simple. Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous ont fondu du plomb dans leur cuisine. Mais c'est une situation qu'on peut simplement imaginer. On met un peu de plomb dans un récipient, on le met sur le feu, et on va voir ce qui se passe avec le temps, ce morceau de plomb. Nous allons sur un graphique représenter l'évolution de la température sur l'axe vertical par rapport au temps sur l'axe horizontal. Donc on va voir comment la température va changer au fur et à mesure qu'on fournit de la chaleur à notre morceau de plomb. Alors supposons que notre température de départ est à 20 degrés. Le morceau de plomb il est à la température ambiante 20 degrés. Dans un premier temps, quand on va fournir de la chaleur à notre morceau de plomb, on va voir sa température augmenter de manière assez régulière. Si le feu, la source de chaleur est régulière, la température va augmenter de manière assez régulière, mais cette augmentation va s'arrêter à un moment, bien qu'on fournit de la chaleur à notre plomb, et pour le plomb c'est à 327 degrés à peu près que cela arrive, on va voir que tout en fournissant de la chaleur à notre morceau de plomb, la température n'augmente plus. On a un plateau. Si on regarde ce qui se passe dans notre récipient, on voit que durant ce plateau, le plomb il commence à fondre. Ce plateau correspond à la fusion du plomb. Première remarque, vous voyez, quand le plomb commence à fondre, donc quand il a atteint 327 degrés, ça veut dire sa température de fusion, sa température ne change pas, et toute la chaleur qu'on va fournir va servir à faire fondre le plomb. Une fois que tout le plomb est fondu, qu'est-ce qui se passe? On va voir de nouveau la température qui va continuer à augmenter. Donc une fois que tout le plomb est fondu, on a du plomb liquide dans notre récipient, et sa température de nouveau va commencer à monter. Et cette montée aussi va avoir une limite, un plateau. La température augmente jusqu'à qu'on atteigne une température de 1740 degrés. Alors, il n'y a pas beaucoup de cuisines disposées d'une source de chaleur qui permettrait de faire ça. Mais imaginez qu'on a un four industriel et qu'on arrive à faire ça. À 1740 degrés, vous verrez que la température, de nouveau, ne bouge plus. Bien qu'on continue à fournir de la chaleur au morceau de plomb, la température ne bouge pas. Et si vous regardez ce qui se passe, au fait, le plomb liquide commence à bouillir. Ça veut dire se transformer en gaz, en vapeur. Le plomb est en train de s'évaporer. Alors, ce plateau donc correspond à un deuxième changement d'état. Là, on passe de l'état liquide à l'état gazeux. Et toute l'énergie qu'on fournit au plomb ne va pas servir à augmenter sa température, mais à changer d'état, passer de l'état solide de l'état liquide à l'état gazeux. Donc, la première étape, on a un changement de température. Au début, le plomb est solide, à la fin, il est toujours solide, et cela correspond simplement à un changement de température. Le premier plateau correspond à la fusion. Le plomb qui a atteint sa température de fusion, 327 degrés, va commencer à fondre. Et toute l'énergie qu'on va fournir va servir à sa fusion. Une fois que tout le plomb est fondu, de nouveau l'énergie qu'on va fournir va servir à augmenter la température, cette fois-ci du plomb liquide. On a de nouveau un changement de température. Et dernière étape, notre plateau qui correspond à la vaporisation. On a de plomb qui va commencer à bouillir, qu'il a atteint sa température d'ébullition à 1740 degrés. Il bout et il se transforme de l'état liquide à l'état gazeux. Alors, donc le premier plateau correspond à la température de fusion ici du plomb.
Et le deuxième plateau correspond à ce qu'on appelle la température d'ébullition. Vous pouvez trouver dans des tables ou sur Internet assez facilement les températures de fusion et d'ébullition des différents matériaux que vous allez devoir étudier dans différents exercices. La température de fusion et d'ébullition dépend évidemment de la matière, et ici c'est l'exemple qui est donné, c'est le plomb. Nous allons maintenant faire les relations entre ces différentes étapes, ces différentes étapes qu'il faut traverser quand on donne de la chaleur à un objet. Et la première étape où on passe de 20 à 327 degrés pour le plomb, où on a un changement de température sans changement d'état. Au début de cette étape, le plomb il est solide, à la fin il est aussi solide. Par contre, toute l'énergie qu'on va lui fournir va servir à augmenter sa température. Et on a vu ça sur le chapitre sur les échanges de chaleur. Si vous ne l'avez pas encore vu, vous pouvez jeter un coup d'œil. Où la relation qu'il y a entre l'échange de chaleur et la température est la suivante. La chaleur qu'on fournit à un objet va augmenter sa température, et cette relation est que la chaleur fournie est égale à la chaleur massique. La chaleur massique, c'est la chaleur qu'il faut fournir pour augmenter de 1 degré la température d'un objet de 1 kg. Il est proportionnel à sa masse, plus l'objet massif, plus il faut fournir de la chaleur. Et il est proportionnel à la différence de température. Plus cette différence, cette augmentation ou baisse de température est importante, plus la chaleur mise en jeu va être importante. Deuxième étape, et ça c'est nouveau, c'est les changements d'état. Dans un changement d'état, toute la chaleur qu'on va fournir va servir à faire changer d'état. Dans ce cas-là, dans ces plateaux qu'on voit, c'est de passer de l'état liquide à l'état solide. De l'état solide à l'état liquide. Ici, la température ne change pas, vous voyez, on a un plateau par rapport aux températures, mais l'état va changer. Et la chaleur qu'on va fournir va servir à faire fondre cet objet. La chaleur à fournir est proportionnelle à la masse, plus l'objet est massif, plus il est important. Mais il est aussi dépendant de la matière en quoi l'objet est fait. Ce LF, c'est la chaleur latente de fusion, représente la chaleur qu'il faudrait fournir à 1 kg de matière, ici du plomb, pour qu'il fonde. Pour cela, il faut qu'il soit déjà à sa température de fusion. Le troisième plateau, de nouveau, c'est un changement de température. Toute l'énergie qu'on va fournir va faire augmenter la température de l'objet. Il est ici sous forme liquide. Il est déjà fondu, il est sous forme liquide. Donc on va pouvoir calculer l'énergie qu'il faudrait fournir ici par la même relation que tout à l'heure. Delta Q, ça veut dire la quantité d'énergie sous forme de chaleur à fournir est proportionnelle à la chaleur massique. Attention, ici c'est la chaleur massique liquide. Tout à l'heure, ça aurait été la chaleur massique solide. Donc à la chaleur massique, multipliée par la masse, plus l'objet massif, plus il faut fournir de la chaleur, multipliée par delta T, la variation de température. Les variations de température, évidemment, vous les voyez, par exemple, dans cette partie, c'est la différence entre 327 et 1740. Vous faites la différence entre les deux, vous avez la variation de température. Et la dernière étape, de nouveau un plateau où il n'y a plus de changement de température, l'objet est en train de bouillir, et toute l'énergie qu'on lui fournit ne va pas servir à augmenter sa température, mais à le faire passer de l'état liquide à l'état gazeux. C'est la vaporisation. Et là, la formule ressemble à celui qu'on a utilisé tout à l'heure, sauf que la chaleur latente à utiliser n'est pas la même que pour la fusion, c'est la chaleur latente de vaporisation. La chaleur latente de vaporisation, c'est l'énergie qu'il faudrait fournir pour évaporer 1 kg de matière qui se trouve à sa température de fusion, qui est en train de bouillir. Et évidemment, cette chaleur latente dépend aussi en quoi l'objet est fait. La chaleur latente de plomb n'est pas le même que le fer, que l'eau, etc. Vous trouvez ces chaleurs latentes aussi assez facilement dans vos formulaires ou sur Internet. Autre chose qu'il faudrait dire, c'est que, je reprends, donc la chaleur à fournir, si je résume, c'est ce qui est nouveau dans ce chapitre, quand un objet est à sa température de fusion ou d'ébullition, c'est la masse de l'objet fois la chaleur latente correspondante. Et que pour calculer la chaleur à fournir pour un changement de température, dans les montées de température, pas les plateaux, on utilise la relation la chaleur à fournir est égale à la chaleur massique fois la masse fois la différence de température.
si vous devez calculer la chaleur nécessaire pour amener votre plomb qui est fondu, qui est solide à 20 degrés, jusqu'à ce qu'il soit complètement évaporé, par exemple. Ben, vous devez additionner l'ensemble de ces chaleurs qui se calculent de manière séparée, et en les additionnant, vous avez la chaleur qu'il faudrait pour que notre morceau de plomb passe de 20 degrés à l'état de vapeur. Il n'est pas possible de calculer cette quantité d'énergie en une seule fois, hein, étant donné qu'il y a différentes étapes, des changements de température, des changements d'état, etc. Vous devez tenir compte de l'ensemble de ces étapes. Autre chose à dire, je l'ai mentionné tout à l'heure, ce graphique qu'on a sous les yeux, c'est pour un morceau de plomb qui a sa propre température de fusion et sa propre température d'ébullition. Et ce graphique est le même pratiquement pour tous les objets, toutes les matières, sauf que les températures de fusion et d'ébullition changent. Par exemple, si on veut faire le graphique pour l'eau, à ce moment-là, on aura les mêmes étapes, mais pour des températures différentes. Prenons de l'eau qui est à moins 10 degrés, à l'état solide. Ben, la température de fusion il sera 0 degré. Le plateau donc est à 0 degré, le premier plateau. Et le deuxième plateau, l'ébullition de l'eau dans des conditions standards, est à 100 degrés à peu près. Donc vous voyez que le graphique, son allure reste le même, mais les températures définissant les plateaux ne vont pas être les mêmes. Et ça c'est important parce que les delta T, les différences de température que nous devons utilisés dans nos différents modèles vont être différents si c'est de l'eau, si c'est du plomb, etc. Dans cet exemple, par exemple, nous avons de la glace à moins 15 degrés et on veut le transformer, par exemple, en eau à 12 degrés. Là, il y a une autre notion en plus qu'il faut tenir compte, c'est qu'on ne traverse pas tous ces plateaux dans toutes les situations. Ici, notre eau est à moins 15 degrés. Donc, première étape, il faut l'amener à son température d'ébullition, de fusion. Et voilà le modèle pour calculer la quantité de chaleur nécessaire. Et la différence de température, ici, c'est de 15 degrés. Pour passer de moins 15 à 0 degré, la différence est de 15 degrés. Deuxième étape, il faut faire fondre cette glace, donc passer de la glace à 0 degré à de l'eau à 0 degré. Et là, on a vu que le modèle tenez compte de la chaleur latente de fusion de l'eau, que vous trouverez dans vos formulaires. Et puis, on veut l'amener à 12 degrés. Voilà ce qu'on nous demande de faire dans l'expérience ou dans l'exercice. Donc, on ne va pas faire toute la montée. On va passer de 0 degré à 12 degrés. Et voilà la troisième étape. Et dans ce cas-là, on a un changement de température, le modèle reste le même, et la différence de température, le delta T à utiliser ici, c'est de 12 degrés. On passe de 0 à 12, donc la différence est de 12 degrés. Donc vous voyez que selon la situation, tout le graphique n'est pas utilisé. Vous dessinez le graphique, vous mettez les températures de fusion et d'ébullition pour avoir les plateaux, et après vous regardez qu'est-ce qu'on vous demande de faire, ou qu'est-ce qui arrive à l'objet qui est sujet de notre attention. Alors, pour résumer, ce que vous devez absolument retenir de ce qu'on vient de dire, c'est qu'il existe une grandeur qu'on appelle la chaleur latente de fusion, qui est l'énergie qu'on doit fournir à 1 kg de matière pour qu'on puisse passer de l'état solide à l'état liquide. Et il faudrait pour cela que, évidemment, la matière soit déjà à sa température de fusion. Cette chaleur latente peut servir aussi à faire l'inverse. Si vous avez un objet qui est liquide et vous le refroidissez pour qu'il redevienne solide, la chaleur qu'on va extraire de cet objet peut se calculer exactement avec cette chaleur de fusion. Il existe une notion similaire pour la vaporisation. La chaleur latente de vaporisation, c'est l'énergie qu'il faut fournir à la matière qui est déjà en ébullition, à sa température d'ébullition, pour que 1 kg de cette matière se transforme en vapeur. Et là aussi, on peut faire l'expérience inverse. Vous avez de la vapeur, vous voulez rendre liquide, et la chaleur que vous allez extraire peut être calculée exactement avec les chaleurs latentes de vaporisation. La relation qu'il y a entre les changements d'état et l'énergie à apporter est la suivante. L'énergie qu'on doit fournir pour un changement d'état est proportionnelle à la masse et proportionnelle à la chaleur latente, soit de fusion, soit de vaporisation, selon la situation qu'on est en train d'étudier.
Et à titre de rappel, on a vu ça sur le chapitre sur les échanges de chaleur, quand on augmente la température d'un objet, quand on est en dehors des changements d'état, la chaleur qu'on fournit va augmenter la température et la chaleur à fournir sera proportionnelle à la chaleur massique, à la masse et à la différence de température.